Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire du vendredi avec Sony, un énième webinaire où on aime bien ce format du vendredi fin de matinée pour faire un point sur différentes choses, sur des points sur notre gestion, sur ce qu'on fait, voilà. Aujourd'hui, on va faire un point plus précis sur la gestion diversifiée chez Sony Asset Management. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais partager la scène avec Eric. Voilà, Bonjour tout le monde. qui aurait pas suivi les actualités de Sony rapidement, voilà, et Sony a fusionné avec une autre société de gestion qui s'appelle SPPI Finance, dont Eric était le patron. Ça donne un ensemble aujourd'hui qui est un peu plus gros. Voilà, Sony aujourd'hui, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros d'actifs, avec une poche très significative sur de la gestion, alors diversifiée, sur mesure, mandat, flexible, enfin chacun l'appellera comme il veut, mais en tout cas une poche très importante chez nous aujourd'hui. On gère beaucoup de fonds dédiés à destination de conseillers en gestion de patrimoine indépendant. On gère beaucoup de mandats, on gère beaucoup de feeds. Et c'est vrai que les conditions de marché d'aujourd'hui, qui sont complexes, sur lesquelles la visibilité n'est pas forcément très claire, apportent en tout cas un besoin évident de pouvoir travailler sur une allocation d'actifs, en tout cas, qui soit diversifiée pour essayer de bien travailler dans des moments qui peuvent être un peu compliqués, sur lesquels la visibilité n'est pas très bonne. C'est un peu l'enjeu de ce qu'on va se raconter aujourd'hui, hein. L'idée, c'est que voilà, on va vous raconter un peu ce qu'est la gestion diversifiée chez Sony, mais au-delà de ça, Eric va surtout vous raconter l'environnement dans lequel on est, parce que les marchés actions battent des records. C'est une chose maintenant. Je pense que c'est important de soulever un peu le capot du moteur, de voir un peu comment tout ça se fait, et puis surtout après, au-delà de comment tout ça se fait, ce que nous on en fait. Voilà. Et quelle approche on en a et comment on gère ce niveau de risque qu'on peut avoir aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on fait de ces marchés qui peuvent paraître complexes, et surtout comment finalement on essaie de décrypter quelle est la lecture qu'on va en avoir. Donc c'est tout l'enjeu de cette grosse demi-heure qu'on va passer ensemble. Comme d'habitude, bien évidemment, n'hésitez pas, hein, vous avez un onglet questions en bas à droite, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez adresser. Comme d'habitude, soit on les adressera, soit dans un temps numéro 2, on vous rappellera pour faire un point particulier si toutefois on n'a pas le temps, dans le temps imparti, de pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions. Donc voilà un petit peu l'enjeu de ce webinaire de ce matin. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, la gestion diversifiée chez Sony, elle est autour de 3 fonds. Sony Patrimoine 2.0, que beaucoup d'entre vous connaissent, Bellara Club et Sony Horizon. L'idée, c'est qu'on va faire converger ces 3 styles de gestion sur une gestion qui va s'orienter sur la dynamique de Bellara Club que Eric gère depuis maintenant un certain temps. Donc, on va s'appuyer sur cette dynamique de Bellara Club, sur le track record, bien évidemment, de Bellara Club, autour des différentes années. D'ailleurs, ça va être intéressant de revoir tout à l'heure comment Bellara Club a travaillé en 2020, en 2022, pour avoir un petit peu une vision un peu complète de ce que ce fonds diversifié multiclasse d'actifs a réussi à faire, et surtout comment il est positionné aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut en attendre demain. C'est un peu ça l'enjeu, sachant que voilà, il sera certainement pas utile d'avoir ces 3 fonds diversifiés. La gamme va se recentrer au travers de Bellara Club, et c'est toute l'idée de ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de gestion du risque, on va parler de l'approche globale, soit à la fois macro, multiclasse d'actifs, des différents scénarios de performance qu'on peut imaginer, au travers aussi de différents scénarios de risque, parce que c'est ça aussi qui est important sur ce type de gestion diversifiée. Donc, il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de choses à dire, et on va essayer de passer ce temps là-dessus. Globalement, aujourd'hui, c'est vrai que la gestion diversifiée, flexible, une fois de plus, chacun l'appellera comme il veut, retrouve en tout cas, de notre point de vue et du point de vue d'autres acteurs d'ailleurs, un peu d'appétit. Alors pourquoi un peu d'appétit? Parce que tout simplement, ça n'aura échappé à personne, mais la classe d'actifs obligataires, qui est une classe d'actifs essentielle quand on parle de gestion diversifiée, a retrouvé beaucoup de couleurs. On pourra en reparler tout à l'heure, et d'ailleurs on va en reparler tout à l'heure, parce que la gestion de taux, que ce soit crédit, que ce soit Govis ou autre chose, retrouve beaucoup de valeur aujourd'hui. Et donc, dans une gestion diversifiée, quand on a plusieurs moteurs de performance qui peuvent être allumés en même temps, ça a plutôt beaucoup de sens. Et quand on peut alterner un moteur versus l'autre, quand il nous semble que certaines choses sont plus ou moins chères, on reviendra sur cette thématique de la cherté tout à l'heure, ça permet effectivement de faire des choses différentes. Donc, en termes de secteur, en termes de thématique, en termes de sélection de valeur, en termes d'environnement global macro. Donc, le champ des possibles est très large aujourd'hui. Et donc, toute la beauté de l'exercice, c'est de voir comment on adresse ce champ des possibles qui est devenu de plus en plus large, des conditions de marché qui sont celles qu'elles sont en ce moment. Bien évidemment, l'autre point essentiel, c'est la gestion des risques. Et là, on reviendra sur la manière dont les risques sont gérés sur Bellara Club. C'est un sujet qui est très important. On passera le temps qu'il faut tout à l'heure, voilà, parce que c'est un sujet sur lequel
On a fait beaucoup de choses auxquelles on a beaucoup travaillé. Et cette vision avec une analyse de scénario à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois dans différentes conditions de marché, vous verrez que le document est assez simple, assez lisible, il parle véritablement. Et donc ça, c'est aussi un élément important parce qu'au-delà de ce qu'on va faire en termes de gestion, ce qui est important, c'est de voir comment on va monitorer le risque et comment on va pouvoir expliquer le risque à un client final. Et là, c'est tout votre travail et l'enjeu de ce qu'on va se dire aujourd'hui. Voilà, j'avais dit que je parlerais pas trop, Eric. Donc, tu vois, j'ai fait mon quota de 5 minutes. Hein. Je n'hésiterai pas à te couper tout à l'heure. Juste refaire un petit point sur le process aujourd'hui de ce qu'on a dans Bellara Club et un peu du champ des possibles que j'évoquais tout à l'heure, à quoi ça peut ressembler. Puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Merci Christophe, bonjour à tous. Effectivement, revenir juste 2 secondes, je vais vraiment faire ça rapidement sur le process, clair et structuré, on essaie d'être le plus transparent possible. En fait, l'idée, c'est d'avoir une analyse qui soit une convergence entre l'analyse macro et l'analyse micro, et faire un mix de tout ça, avec une construction de portefeuille qui met en avant ce que tu disais tout à l'heure, la gestion du risque. Donc, globalement, la recherche d'idées, elle se fait sur l'analyse macro, elle se fait sur le stock picking, le bond picking, elle se fait sur les corrélations entre les différents acteurs ou les actifs, sur l'évaluation relative des courbes, des secteurs, des spreads. Et tout ça conduit à une construction de portefeuille qu'on essaie d'être la plus pertinente possible avec l'objectif de construire un portefeuille optimal dans un univers de risque que l'on a préalablement défini. Voilà un petit peu globalement, très rapidement, le process qu'on suit sur la structuration des produits diversifiés. Christophe, je te laisse peut-être commenter la partie performance. Toujours difficile. Oui. Alors, c'est un graphe qui est toujours assez sexy. Hein, quand on regarde donc, la courbe bleue, c'est Bellara Club. Donc, c'est plus facile de commenter le graphique quand on est sur la courbe bleue que sur la courbe orange. Donc, les performances passées, évidemment, on connaît l'histoire, mais elles sont plutôt de très bonne facture. Quand on voit la séquence 2021, 2022, 2023, ce qu'on attend de ce type de véhicule d'investissement, évidemment, c'est un peu que le fonds résiste plutôt bien quand les périodes sont chahutées, ce qui a été le cas en 2022. La performance négative de moins 0,58, elle est plus qu'honorable dans un environnement qui était très complexe. En 2021, quand on fait 24% de performance, ça veut bien dire que on génère véritablement de la flexibilité et qu'on va chercher de la performance sur les actions, parce que si on n'est pas très très loadé en actions en 2021, on fait pas 24 de perf. Donc ce que j'ai découvert et ce que je redécouvert avec Eric et avec les gestions de Bellara Club, c'est que vraiment quand on parle de gestion diversifiée ou flexible, souvent la flexibilité elle est un peu contrainte dans des bornes qui sont relativement étroites et qui empêchent un petit peu de délivrer des choses. Là, les bornes sont bien plus larges, ce qui fait qu'évidemment, on doit être investi autour de 90% en actions en 2021, ce qui génère la performance. Et évidemment, on n'est pas investi à 90% en actions en 2022 pour faire moins 0,50. Ça veut dire qu'on peut faire des choses différentes pour aller chercher de la performance dans des environnements de marché qui sont très différents. Voilà, 2023, ça fait une performance autour de 6. Et globalement, quand on regarde la perf 3 ans et 5 ans, c'est totalement confortable. Alors, il y a des moments où ça pourra sous-performer. D'ailleurs, depuis le début de l'année, on voit bien que le fonds, il sous-performe. Voilà, mais le point important, c'est de bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et surtout comment on monitor les risques. Je voulais rajouter aussi un point qui est essentiel, même si j'avais dit que je ne serais pas trop bavard, mais vraiment, il y a un point qui est vraiment très important. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce fonds Bellara Club, c'est un fonds qui a été créé chez SPPI Finance à destination de clients privés. C'est un élément qui est vraiment essentiel, c'est-à-dire que 100% des actifs aujourd'hui de Bellara Club sont détenus par des clients privés de Sony Asset Management avec un reporting que l'on fait à des clients privés. Donc, Eric, au-delà de gérer des fonds, de temps en temps, on doit faire le reporting à des clients privés et on s'aperçoit que quand on traite des clients en direct, la manière et donc l'opérationnel et la manière de communiquer et la manière de gérer les risques, justement, sont effectivement un petit peu différentes de quand on fait de la distribution. Et donc, c'est vraiment un sujet qui est très important pour nous. On y reviendra tout à l'heure sur cette gestion du risque. Mais en tout cas, c'est pour nous un élément qui est très important. Voilà. Quand on regarde les différents ratios de nos amis de Cantalis, bon, bah, c'est plutôt très bien. Donc, voilà, on ne va pas faire du satisfecit. Mais en tout cas, globalement, ce fonds-là, il a un track record qui est plutôt très solide avec des paramètres et des ratios qui sont plutôt de très bonne qualité. Donc, on peut imaginer, même si les performances passées, patati patata, vous connaissez l'histoire par cœur, on peut imaginer que la dynamique va continuer d'être bonne sur ce fonds-là qui a effectivement de très bons métriques. Une fois qu'on a dit ça, on va quand même parler de ce qui fait la matière vivante de notre univers, c'est les marchés financiers, et de vous dire un petit peu quelles sont les différentes perspectives qu'on peut avoir, et puis après comment on va
implémenter tout ça et gérer tout ça à l'intérieur de Bellara Club et de la gestion diversifiée chez CNP. Ok. Avant de revenir effectivement sur la partie pure gestion des portefeuilles, je pense qu'il était intéressant de revenir pour essayer de définir, même si c'est pas simple en ce moment, voir l'environnement dans lequel on évolue, que ce soit sur la croissance, l'inflation, enfin tout ce que vous connaissez, les risques géopolitiques. Donc on a essayé de mettre sur ce graphique ou sur cette slide un petit peu la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le sentiment que on a beaucoup parlé en 2023, on a beaucoup anticipé de choses, on a fait, et on arrive, à notre avis, à la croisée des chemins, dire qu'au moment où on va connaître un petit peu des vrais changements, que ce soit sur le pivot des banques centrales. Les banques centrales, ça fait, on est passé par un report du pivot de la Banque centrale au début de l'année 2023. Et après, on a accéléré en fin 2023. On avait anticipé que les banques centrales ou la Fed baisseraient ses taux dès le mois de mars. Et finalement, on fait marche arrière. Donc, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de communication des banques centrales. Mais en fait, pas grand-chose se passe. Donc, depuis un an, on est promené un petit peu par les bons vouloirs des banquiers centraux et de leurs anticipations ou de leurs humeurs, je pourrais dire. Et les marchés s'ajustent par rapport à ça. Convergence des rythmes de croissance, on va le voir tout à l'heure. Il nous semble que on a vécu sur des rythmes de croissance très différents, que ce soit sur la zone US, la zone euro et la zone aussi la Chine ou les émergents. Et qu'aujourd'hui, on a une sorte de convergence qui est en train de se mettre en place avec un ralentissement aux États-Unis, une faible reprise de la zone euro qui va un petit peu mieux, et le retard de la reprise en Chine qu'on attend toujours, qui se stabilise, mais sur lesquels on a quand même des doutes et beaucoup d'anticipation. L'inflation, est-ce qu'on est vraiment sur la fin de la partie de l'inflation? Les banques centrales, est-ce qu'elles ont vraiment gagné sur ce point-là? Le fait est qu'on a connu une baisse extrêmement rapide de l'inflation sur les derniers mois, au moins sur la headline, mais qu'il y a quelques poches de résistance et on a vu sur les derniers chiffres, on le verra tout à l'heure plus en détail sur les chiffres de l'inflation américaine, on peut se poser la question de savoir si on est vraiment à la fin de la partie sur l'inflation. Je ne pouvais pas ne pas évoquer les risques géopolitiques. Ils sont là. Il y a 2 conflits armés qui sont en cours, on en parle assez peu sur les marchés financiers parce qu'il n'y a pas aujourd'hui, il n'y a pas d'embrasement, il n'y a pas de prise directe ou de conséquences à part peut-être sur la mer Rouge avec les problématiques d'approvisionnement. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de lien direct ou de conséquences directes sur les marchés financiers. Donc, on a tendance à un peu à les oublier, mais ils sont quand même là. Et puis, on rentre dans une période d'élection un petit peu partout, et notamment aux États-Unis, avec une probabilité non nulle que Donald Trump revienne au pouvoir, avec tout ce que ça peut entraîner sur les déficits publics, sur l'inflation justement, et sur la croissance économique, et sur les relations commerciales entre les différents blocs Chine, Europe et États-Unis. Donc, pour entrer un petit peu plus en détail ou pour expliquer un petit peu ce que je viens de dire, j'en refais 2-3 graphiques sur la convergence des économies. C'est-à-dire que quand on regarde sur le graphique de gauche, qui sont les indices de surprise de l'économie. Alors, vous avez les États-Unis, la Chine et la zone euro. Si je commence par les États-Unis, on a eu plutôt une croissance économique qui était toute la période de la fin 2023 plutôt bonne et qui s'est plutôt inversée. Donc, à partir du mois d'octobre, novembre, on commençait à avoir un peu de surprises un peu moins bonnes. Donc, une économie qui se comporte un peu moins. Donc, on était dans un soft landing. Et ça y est, l'économie est en train de ralentir. Hop. Et puis, à partir du mois de novembre-décembre, on a vu une économie repartir avec cette résilience extrêmement forte qui a surpris pas mal d'opérateurs, dont nous d'ailleurs, sur cette reprise assez forte de la croissance économique américaine. On a quelques chiffres depuis le mois de début d'année, là sur les derniers, on le voit sur les ISM, on voit que ça se calme un petit peu, notamment sur le manufacturier. Les services restent relativement forts. La zone euro est une situation un peu différente, avec une période extrêmement compliquée jusqu'en juillet 2023. Et depuis cette date-là, c'est la courbe verte, hein, on a le sentiment que les choses s'améliorent. C'est le graphique de gauche. Hein, donc les choses s'améliorent, les indices sont un peu meilleurs. On vient de repasser la barre des 50, qui voudrait dire que finalement, on a une croissance qui va devenir un peu positive. On est sur des niveaux de croissance extrêmement faibles, mais globalement, on n'est plus sur une période de possible récession. Bon, il y a l'Allemagne qui a une situation un peu particulière, mais globalement, dans la zone euro, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent dans les services, mais aussi dans le manufacturier. On voit que la fin du déstockage, finalement, donne des effets positifs et on voit une croissance qui se stabilise.
Bon, la Chine, 2 mots sur la Chine, ça se stabilise, je ne sais pas si ça se stabilise. Globalement, les chiffres sont assez décevants. La problématique de l'immobilier n'est pas réglée. La consommation reste en berne. Alors, on a eu le bureau politique là, qui nous annonçait une perspective de croissance en 2024 de l'ordre de 5%. Alors, c'est assez ambitieux par rapport à ce qu'on peut connaître. Ça sous-entendrait un soutien un peu massif à l'économie et c'est ce qu'attendent les marchés depuis quelques mois. Donc, voilà un petit peu l'environnement de la croissance économique dans lequel on évolue. Si tu peux passer sur la slide suivante pour voir un petit peu ce qui se passe sur la partie inflation. Alors, fin de la période de désinflation facile, ça c'est évident, dire que tout ce qui concerne l'inflation due aux matières premières, au coût de l'énergie est derrière nous, ça on l'a effacé. Aujourd'hui, est-ce que les perspectives que nous annoncent les banques centrales, d'un retour assez rapide, on a vu la BCE hier qui nous annonce un retour rapide sur l'objectif de 2%, est-ce que ça va être aussi simple que ça? C'est pas sûr. Les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis, quand on regarde, là vous avez sur 3 mois, 6 mois et 1 an, donc on regarde la statistique sur 3 mois qui donne juste l'évolution des prix sur la période plus courte, on voit qu'il y a un petit rebond. Et ça tient en grande partie à l'environnement sur les services. Donc l'inflation sur les services est assez forte et ça tient en grande partie à la problématique des salaires et des coûts d'emploi. Ça, est-ce que le taux de chômage, est-ce qu'on va avoir un assouplissement? C'est ce qu'on voudrait voir, c'est le graphique qui est en dessous. Il y a une petite inflexion, ça reste élevé. On a toujours des coûts salariaux qui sont en augmentation, mais il y a une petite inflexion sur les coûts salariaux. C'est va être ça qu'il va falloir monitorer dans les mois prochains, savoir si effectivement il n'y a pas cet fameux effet d'inflation de deuxième tour qui se met en place avec une inflation prix-salaire et qui entraînerait une résilience un peu plus forte de l'inflation. Et c'est un peu le risque. Aujourd'hui, on a le sentiment que le marché est en train de dire non, c'est pas le cas. On a eu un épiphénomène sur les derniers chiffres, mais globalement, la tendance reste à la baisse sur l'inflation. Vous avez exactement les mêmes graphiques sur la zone euro. On voit quand même le headline qui a baissé fortement. Le corps inflation baisse moins vite, a été moins monté également, mais globalement, il se stabilise un peu. Et c'est le même raisonnement que sur les États-Unis. Les prix des services ne baissent pas, et c'est ce qu'on voit dans le graphique d'en dessous. C'est ce qui est en rose. Vous voyez que c'est la résilience tient. L'alimentaire a baissé, l'énergie a baissé, et il nous reste aujourd'hui le coût des services, et donc tout ce qui favorise l'emploi et qui joue sur le prix de l'emploi. Donc, les banques centrales. Alors, les banques centrales, c'était quand même un des principaux drivers depuis 2 ans. Donc, tout le monde parle des banques centrales. On baisse, on baisse pas. Oui, on baisse. On est dans un soft landing. On est dans une récession. Ah ben, finalement, non. Les taux sont là pour plus longtemps. Donc, on a beaucoup de bruit autour des possibilités de baisse ou de hausse des taux des banques centrales. Aujourd'hui, les marchés se sont alignés un petit peu aux prévisions de la Fed. C'est-à-dire qu'en début d'année, on anticipait beaucoup plus que ce que nous disait la Fed. Aujourd'hui, on s'est calmé. Donc, on est sur une anticipation de 4 baisses des taux d'ici la fin d'année. Donc, on va revenir sur des niveaux à 4,5. Avec, à partir du mois de juin, on devrait baisser. C'est un petit peu un consensus qui est en train de se mettre en place. Quand on regarde le graphique d'en dessous, sur la probabilité de baisse des taux de la Fed, c'est la même chose. Donc, on a globalement peu d'anticipation de baisse des taux au mois de mars. Maintenant, la première baisse des taux, elle arriverait. On a eu un peu la confirmation hier sur le commentaire de la BCE. Donc, la première baisse des taux potentiellement serait à partir du mois de juin 2024 et avec une progression graduelle de 25 BP, et ce qui amènerait à des taux autour de 3,5% à la fin de l'année. Donc, ça, c'est pour la partie États-Unis BCE. Je vous ai mis le bilan de la Fed parce que quand on parle de politique monétaire, souvent on oublie un petit peu ce qui s'est passé sur le quantitative easing qui a permis de financer avec un excès de liquidité. Donc on a financé beaucoup de choses avec ce bilan de la Fed. C'est quand même un sujet qui reste là et qui va driver les marchés et le positionnement des courbes de taux, à mon avis, dans les mois qui viennent. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier que la politique monétaire, c'est pas que les taux d'intérêt, c'est aussi la gestion de la liquidité. Et concernant la gestion de la liquidité, il reste beaucoup à faire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conditions d'accès à la liquidité, elles sont encore extrêmement bonnes. Et c'est ce qui explique sûrement ce qui se passe sur les marchés financiers depuis le momentum des marchés financiers depuis quelques semaines.
La dernière, sur la Banque du Japon, donc on est dans un environnement inverse. C'est-à-dire ce qu'on attend, c'est enfin un resserrement de la politique monétaire au Japon. Ils sont dans une situation extrêmement favorable. Hein. Ils ont une inflation qui est quand même autour de 3%. Donc, les autorités monétaires sont pas pressées. Je pense qu'elles jouent sur l'effet baisse des taux des autres banques centrales en se disant c'est eux qui vont faire le boulot et nous, on peut peut-être attendre un peu. Les derniers commentaires poussent à dire qu'on n'est pas très très loin d'un premier mouvement. Alors on voit le graphique qui montre 3 ou 4 hausses des taux d'ici la fin d'année. Il faut bien voir que l'échelle est assez faible, ça veut dire qu'on passerait de 0 à 0,30% de taux d'intérêt court terme. Mais c'est quand même un effet positif, c'est quand même un effet important pour deux raisons. C'est un effet important pour le yen. Le yen n'a pas arrêté de baisser depuis un an. Et c'est un effet aussi pour toutes les opérations de yen carry trade, hein, et notamment d'achat d'actifs sur les emprunts d'État américains. Donc, c'est pas neutre. On l'avait déjà vu par le passé quand on avait anticipé une hausse des taux en début d'année. L'ensemble des marchés obligataires avait été secoué. Donc, attention un petit peu à ce qui se passe sur la Banque du Japon. C'est aussi un élément important à monitorer. Alors, si on revient un petit peu plus clairement sur les marchés, ce qui s'est passé sur les marchés depuis quelques semaines ou quelques mois, les marchés obligataires pour commencer, les taux ont eu tendance à baisser, monter. C'est assez volatile, une volatilité qu'on a rarement connue à ce niveau-là. On a eu une forte baisse des taux en fin d'année dernière, le mois d'octobre, novembre, décembre, ça a été assez vertigineux parce qu'on a perdu 100 points de base sur le 10 ans américain, juste sur l'anticipation de la baisse des taux de la Fed à un rythme un peu plus rapide que ce qu'on avait anticipé par le passé. Donc on a eu des taux qui ont très fortement baissé et avec des courbes de taux qui se sont de nouveau inversées ou qui sont inversées encore plus qu'elles ne l'étaient. C'est ce qu'on voit sur les taux 2 ans entre les États-Unis et l'Allemagne sur la partie de gauche. On voit effectivement entre novembre et décembre, on voit bien la forte baisse, avec une baisse plus forte des taux européens, avec un spread on avait joué un petit peu le spread, on en parlait tout à l'heure, un resserrement du spread, il s'est plutôt élargi, donc globalement, ça s'est de nouveau inversé depuis le début d'année. Ce qu'on a vu, c'est une réaction un peu forte en début d'année, puisque les 100 points de base, on en a repris 40 assez rapidement en un mois, donc une volatilité extrêmement forte, et depuis quelques jours, de nouveau, on retrouve une tendance à la baisse des taux. Sur les courbes de taux, quand on regarde le spread de 10 ans, on a effectivement cet effet écartement des spreads, mais vers le bas, c'est-à-dire que les taux longs sont plus bas que les taux courts, c'est-à-dire que quelque part, c'est l'anticipation de la baisse des taux qui fait que ces taux longs, ou la demande de protéger un petit peu pour figer un taux d'intérêt pour une période un peu plus longue, donc ça a entraîné des courbes de taux totalement inversées. Il nous semble que c'est pas un mouvement qui va perdurer, et que dès qu'on va avoir effectivement l'enclenchement ou le déclenchement des baisses des taux des différentes banques centrales, c'est des courbes qui devraient, surtout si on ne parle plus de récession, c'est des courbes qui devraient se replantifier, au moins s'aplatir dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Juste un mot, j'ai mis les performances des indices obligataires, vous avez l'indice, les Govies, l'Investment Grade et le High Yield. Ce que représente ce graphique, parce que j'ai pas voulu trop surcharger, mais ce qui s'est passé sur les spreads de crédit est aussi impressionnant que ce qui s'est passé sur les marchés actions. C'est-à-dire qu'on a une compression des spreads de crédit depuis quelques mois qui est tout à fait impressionnante. On est passé en dessous de 300 points de base sur le crossover ces jours-ci. Et ça permet, quand on regarde les indices obligataires, en fait, il faut avoir des actifs risqués. Il fallait être sur le high yield, et on voit une surperformance du marché high yield. Alors que tout le monde anticipait, on nous a parlé du mur de dette, de refinancement. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche. Alors que je pense qu'il est devant nous, qu'on va avoir énormément d'émissions, et on en a la preuve tous les jours en ce moment, c'est-à-dire qu'on a des nouvelles émissions qui arrivent, qui alimentent. Alors, il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de demandes. Donc, pour le moment, on arrive à fournir l'offre de nouveaux papiers. La position, l'attitude des banques centrales sur ce domaine-là sera aussi importante. C'est-à-dire que si on commence à baisser les bilans des banques centrales, il y a un soutien qui va disparaître. Et on aura peut-être un petit problème là de refinancement, et on pourrait voir un peu des indices qui se remettraient dans l'autre sens, et un écartement qui serait assez logique pour qu'on rémunère un petit peu le risque, parce qu'on va avoir des problématiques de refinancement relativement importantes pour certains secteurs, notamment sur l'immobilier, on en parle beaucoup dans tous les pays.
soit les États-Unis, même en Chine également. Et donc là, il y a un petit refinancement. Il y a un rapport de l'OCDE qui est sorti ces jours-ci dans les Échos, vous avez peut-être pu voir, où ils s'inquiètent de cette problématique de refinancement de l'ensemble de la dette obligataire. Donc attention sur les spreads, on pourrait avoir des moments d'entrée ou des points d'entrée qui seront intéressants dans les semaines qui viennent. Et puis après, vous avez le marché de la courbe de crédit. Bon, il est inversé comme les autres courbes sur la partie courte. Rien de particulier là-dessus. Les marchés actions. Divergence des marchés actions, le comportement des marchés actions il est différent en fonction des différentes zones géographiques. On a un marché japonais qui a été soutenu par la baisse du yen, la politique monétaire très accommodante de la Banque centrale du Japon. Donc on voit une performance assez impressionnante du Nikkei. Les indices Eurostoxx et Standard & Poor's font une performance assez similaire aujourd'hui si on prend sur un an, même si le chemin était un peu différent. Et puis un marché émergent ou chinois qui est toujours à la traîne, sur lequel il n'y a pas de flux et dans lequel il y a une inquiétude assez forte au niveau de la croissance économique. Donc globalement, des marchés actions qui se tiennent très bien. Il m'a semblé quand même important sur la partie zone euro, c'est l'Eurostoxx, c'est l'indice Bloomberg Eurostoxx, qui sur la dispersion des performances. Le graphique que vous avez là, c'est chaque bâton correspond à une valeur. Donc c'est la dispersion de performance des différentes valeurs. Il y en a 200 sur l'indice. Donc on a une dispersion qui est extrêmement forte. Je pense qu'on a rarement vu ça, avec des valeurs qui sont à plus de 40 et d'autres qui sont à moins 40 et une moyenne. Si on fait une performance équipondérée, on est à 2,48, alors que l'indice lui-même est autour de 10, on est à 9,44 en performance pondérée. Donc il y a un écart extrêmement important avec deux valeurs qui prennent 4 points sur l'indice, c'est ASML et le SAP. Si vous n'avez pas ça en portefeuille, ça représente un peu plus de 10% de l'indice. C'était difficile de battre l'indice puisqu'ils ont fait 4 points juste sur deux valeurs. Donc, juste pour dire que la performance, elle est faite, et c'est vrai aussi sur le marché américain, sur peu de valeurs et sur des valeurs qui ont été toutes tirées par la thématique de l'intelligence artificielle. Alors, il y a une rupture de technologie, c'est sûr. Il y a clairement, il se passe une croissance sur cette partie-là. Après, on arrive sur des niveaux de valorisation. Je ne parlais pas d'NVIDIA sur la valorisation. Je ne rentre pas dans ce débat-là. On arrive sur des niveaux de valorisation, en tout cas, qui sont très élevés. Trop, peut-être, sûrement, en tout cas, qui ont tiré l'ensemble des valeurs de croissance à la hausse sur les derniers mois. Donc, ça explique en partie ce momentum de flux vers ces valeurs de croissance. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé en termes d'évaluation, c'est d'essayer de regarder, de prendre un peu de recul, de dire comment on peut évaluer ces marchés. J'ai pris deux axes. Le premier, c'est de regarder par rapport au taux d'intérêt, parce que jusqu'en début d'année, quasiment, les marchés financiers ont été drivés par ce qui se passait sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt étaient à la baisse, on avait un marché, c'est-à-dire que ça on anticipait des baisses des taux, donc un soutien des banques centrales et des marchés actions qui payaient sur cette thématique-là. Ça s'est complètement inversé depuis le début de l'année parce qu'on a eu un rebond des taux d'intérêt, donc une hausse des taux d'intérêt, mais on a également eu en même temps une hausse des marchés actions. Donc alors là, comment on peut expliquer ça? La logique, ce serait de dire, la seule façon, si toute chose égale par ailleurs, ce serait de dire, non, on a augmenté les bénéfices par action. Ça veut dire que quelque part, si le numérateur ne bouge pas, il faut quelque part, il y ait une hausse du numérateur, donc les bénéfices par action. Et on voit, c'est pour ça que je vous ai mis en dessous les projections de la croissance des bénéfices. Il n'y a pas spécialement de forte hausse. C'était un peu mieux aux États-Unis qu'en Europe, mais globalement, on n'a pas de croissance très forte des dernières prévisions de croissance des bénéfices qui ont été, je les qualifierais d'à peu près neutres. Donc, c'est pas ça qui explique. La seule explication aujourd'hui, c'est que les gens sont prêts à payer un peu plus cher. C'est-à-dire que les PE, on a une inflation sur les PE. Globalement, les marchés sont un peu plus chers aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 2 mois. Et ça, c'est la thématique de l'intelligence artificielle, des taux qui vont rester bas. On a complètement exclu la période où le risque de récession. Donc, on est sur c'est Goldilocks, c'est le moment du soir de dire c'est le meilleur des mondes. On a des taux qui vont pas monter, des marchés actions, des croissances bénéficiaires qui sont pas en forte hausse mais qui se stabilisent, des secteurs qui sont en forte hausse, et ça suffit pour avoir un momentum fort sur l'heure de croissance, et c'est ce qui explique en partie, ou en grande partie à mon avis, la performance récente des marchés actions. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Ça, c'est le sujet. C'est-à-dire que le positionnement du fonds, donc on va regarder un petit peu ce qu'on a fait. Clairement, on a été surpris
de la croissance de l'économie américaine et de l'engouement pour cette thématique dans laquelle on était assez peu ou pas investi. Donc, ça veut dire que quelque part, on est un petit peu en retrait des performances des marchés depuis le début de l'année. Alors donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un delta action qui est un peu plus faible que les indices ou un peu plus faible que nos petits concurrents. On a bien sûr travaillé sur le portage obligataire qui nous semble être la zone safe des marchés depuis 6-12 mois. C'est-à-dire que les portages obligataires, on a retrouvé de la valeur, donc il faut en profiter. On est sur une tendance où les taux d'intérêt, alors on a des courbes de taux qui sont inversées, donc ça c'est un peu moins facile pour jouer, donc on joue beaucoup sur le court, mais globalement il faut profiter de ce portage obligataire, c'est évident. On a joué dans la quantification des courbes, c'est exactement l'inverse qui s'est passé avec l'anticipation extrêmement rapide, trop rapide, on l'a écrit, on l'a dit, que ça nous semblait prématuré en début d'année, donc c'est pour ça qu'on avait remonté un peu les durations des portefeuilles en fin d'année dernière, parce qu'on ne comprenait pas cet engouement de baisse des taux, là, cette baisse de 100 points de base, donc on avait remonté un peu on était très faible en duration, donc on les a remontés significativement, mais on avait joué aussi une requantification de la courbe des taux, c'est l'inverse qui s'est passé. Clairement, on est dans la tendance, nous semble assez limpide pour nous. Enfin, je veux dire, entre la baisse des taux à venir d'ici la fin d'année, plus toute la problématique de refinancement, des déficits publics, parce qu'on n'en a pas parlé, mais une des raisons pour lesquelles l'économie est si résiliente, c'est qu'on a des déficits publics qui sont assez forts des deux côtés de l'Atlantique, donc ça soutient l'économie. Donc globalement, tout ça pour nous, ça joue pour une amplification des courbes de taux à un horizon assez rapide. Repondération de la value contre défensive, ça c'est pareil, ça n'a pas trop payé, c'est-à-dire que c'est à peu près neutre parce qu'il fallait jouer en fait les valeurs de croissance, c'est ça qui a payé. On avait mis en place dans les portefeuilles des diversifications pour des problématiques de valorisation sur les émergents et les petites capitalisations. Et dans ces deux secteurs-là, on retrouve le momentum inverse de ce qu'on a sur les valeurs de croissance, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun flux qui rentre dans les émergents, ou la Chine notamment, et sur les petites capitalisations. Il y a toujours des reflux, il y a toujours des sorties de capitaux sur ces deux éléments-là, sur deux types d'actifs-là. Donc, globalement, le résultat est négatif, mais on a plutôt une tendance à revenir, à refaire un petit peu plus d'émergents de Chine et de revenir sur cette thématique-là. Dernière diversification qu'on a faite, c'est qu'on a revenu un peu tôt sur le changement de politique de la Banque du Japon. Et donc, on a du portefeuille, on a diversifié les devises sur le yen. Donc, ça a coûté un peu parce que le yen n'a pas arrêté de baisser depuis 6 mois et ça continue. Ça a l'air de stabiliser sur les dernières déclarations des différents membres de la Banque du Japon. Donc, globalement, c'est une tendance qui nous semble aussi porteuse pour les 6 prochains mois. Et donc, on a tendance à revenir et à renforcer ou au moins à rester sur les niveaux de tendance. On en a entre 6 et 10% dans les portefeuilles. Les émergents, c'est à peu près la même chose. C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors là, vous avez le positionnement. On a pris, on a pris le portefeuille de Bellara Club, mais les autres portefeuilles sont assez proche de ça, c'est-à-dire que globalement, on a une sensibilité de taux au-dessus de 1%. On était tombé à quasiment 0,30 en fin d'année dernière, donc ça remonte. Le rendement, donc le portage, 3% de rendement s'il ne se passe rien d'ici la fin d'année. Une notation plutôt de qualité, c'est-à-dire qu'on a remonté la qualité des obligations avec la réduction des spreads. On va le voir, mais on a remonté la part des obligations d'État. Un delta d'action autour de 31. Bon, qui est pas nul, mais qui était un peu en dessous de ce que vous pourriez être, puisqu'on devrait être en moyenne autour de 50, donc on est un peu en dessous. Et on va pas courir après le marché, c'est pas du tout la tendance. On a plutôt tendance à dire que la tendance sera plutôt inverse à très court terme. Une maturité assez courte et une volatilité assez faible sur les 3 dernières années, puisqu'on est passé en dessous de 10 sur la volatilité du portefeuille. Donc, globalement, le message est un message assez prudent, assez défensif, trop défensif par rapport à ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois. Et c'est pas un message qu'on va modifier à court terme sur le portefeuille. Vous retrouvez ça sur la ventilation par classe d'actifs, où les obligations représentent la grosse part du portefeuille, avec une part action qui est alors 25% en direct, et puis la partie en OPCV. L'historique de la duration, vous l'avez là. Vous voyez qu'on a ce que je vous disais tout à l'heure. On avait baissé les durations en fin d'année dernière. On l'a remonté et on va peut-être continuer à la remonter dans les semaines qui viennent. L'historique du delta action, on était très investi dans ce que disait Christophe tout à l'heure en 2022. On a réduit et on est en train on est autour de 30. On se promène entre 30 et 40% depuis. Voilà.
le détail de la poche taux, ça je pourrais, vous l'aurez dans le détail, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est que les emprunts d'État aujourd'hui représentent une part non négligeable puisqu'on est à 20%, alors qu'historiquement, il y a un an, on n'en avait quasiment pas. Donc, globalement, on revient, on considère que le mouvement à jouer, c'est plutôt le mouvement de reportification. Et donc, dans ce cas-là, on va plutôt le faire sur les emprunts d'État. Et sur la partie crédit, autant les parties courtes, il y a encore plein de choses à faire. Sur les parties longues, ça commence à être un petit peu cher par rapport à la problématique de refinancement. On participera, je pense, aux futures émissions obligataires qui vont arriver et en espérant avoir une petite prime sur les spreads que seront obligés d'offrir les émetteurs pour pouvoir les mettre dans des bonnes conditions. Donc ça va être la tendance dans les 6-12 mois qui arrivent. Voilà par la partie. Sur la poche action, une diversification assez forte. Donc, on voit qu'on n'est pas trop sur la techno, puisque on en a 8% du portefeuille action, mais avec, on est sur les semi-conducteurs, mais c'est les semi-conducteurs c'est du STM ou des Infineon qui sont un peu chahutés par rapport à la problématique de la croissance, de ce qui peut se passer sur l'automobile, parce qu'ils sont assez impliqués sur l'automobile. Voilà, donc une diversification assez forte avec des valeurs défensives assez importantes, un poids des télécoms qui offre des rendements intéressants, assez forts. On a remonté récemment un petit peu la part sur les banques alors sur les banques, il s'est passé, c'est rigolo parce que les banques, toutes les banques ont bien monté cette année, sauf les banques françaises qui ont des retours sur investissement qui sont un peu plus faibles et donc les publications ont été jugées un peu décevantes pour le marché, que ce soit sur le BNP ou la Société Générale. Mais on a renforcé un petit peu cette thématique-là récemment. Voilà. Alors maintenant, on vient sur le sujet de la gestion du risque. Christophe l'a évoqué tout à l'heure. Alors, bien sûr, on monitore l'ensemble des métriques, que ce soit les durations, les sensibilités, on l'a en direct tout le temps dans tous les portefeuilles, donc ça c'est le premier niveau. Et dans un deuxième niveau, quand on fait des mouvements sur les portefeuilles importants, on fait tourner notre matrice de gestion du risque avec 3 scénarios. Un scénario qui est le scénario du consensus, qui est un petit peu le scénario qu'on défend, que je vous ai exposé il y a 2 minutes. Et puis après, on fait des scénarios de risque. Alors, un scénario risk-off. Qu'est-ce qui se passe si les marchés, si on se retrouve à represser une récession avec des taux qui baissent très fortement, des spreads qui s'écartent, c'est ce qu'on écrit là, avec des marchés actions qui baissent très fortement. Et puis après, un scénario stressé. Et le scénario stressé, c'est le pire scénario compte tenu de nos investissements dans le portefeuille. C'est-à-dire que si tous les investissements se corrèlent dans le mauvais sens dans le portefeuille, qu'est-ce qui se passe sur le portefeuille? Donc c'est un peu les résultats, vous les avez. C'est-à-dire que globalement, sur 12 mois, s'il ne se passe rien, ça c'est toujours sous l'hypothèse qu'on ne bougera pas pendant 12 mois, ce qui est peu probable. Et si on ne fait rien probable, si on fait rien pendant les 12 prochains mois, l'objectif de performance il est autour de 6% aujourd'hui sur le portefeuille, partagé à peu près à moitié entre du portage et un effet marché sur les différentes stratégies qu'on a mises en place. Le scénario à 12 mois de risk-off, il est à moins 4,26, donc moins 7 de marché, mais un portage positif. Donc, ça fait un environnement global de moins 4. Et le scénario stressé, ce n'est pas très étonnant par rapport au positionnement défensif qu'on peut avoir. Il est assez proche du scénario risk-off. On a moins 4,87. Et ça, on le voit que, après, vous l'avez sur 3 mois, 6 mois, avec l'effet portage qui est moins fort en fonction de la durée d'investissement. Voilà un petit peu le portefeuille tel qu'il est structuré aujourd'hui. Donc, le message est de dire, oui, on est très conscient qu'on est un petit peu derrière le marché, donc, si on peut dire ça. On n'a pas de stress par rapport à ça. Les différentes stratégies qu'on a mis en portefeuille nous semblent être porteuses de valeur à court, moyen terme. On va monitorer, comme tout le monde, ce qui se passe sur les banques centrales et ce qui se passe sur les taux d'intérêt. Sur les taux d'intérêt, on remonte un peu la duration. Les durations sont construites sur la partie très courte des courbes. Donc, on est très exposé sur la partie 2 ans avec un environnement qui devrait nous être favorable assez vite. Et sur la partie action, on va rester sur quelque chose de moyen terme. On ne va pas aller courir pour acheter de la techno demain qui nous paraît aujourd'hui être un peu élevé. Donc, globalement, les risques sont encore là. On a parlé du risque géopolitique, il est évidemment présent. Le risque d'avoir des chiffres d'inflation qui baissent moins vite que prévu, ils sont effectivement encore là. Donc, globalement, des risques, il y en a partout. Avoir ce positionnement, c'est pas pour ça qu'on fait rien, mais avoir un positionnement un peu défensif, on va le conserver en essayant de tourner autour de cette périphérique et d'avoir une gestion un peu dynamique sur la période à venir.
Écoute, moi j'avais prévu de te couper plein de fois, mais en tout cas pour moi, j'espère que pour ceux qui ont écouté c'était la même chose, mais c'était vraiment limpide, c'est-à-dire que voilà, il y a une vraie ligne directrice sur ce qu'on fait, et sur ce que Eric fait depuis maintenant un certain nombre de mois. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, comme tu l'as très bien expliqué, c'est un peu en deçà du marché pour toutes les bonnes raisons que tu as expliquées, et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend assez bien ce message de dire des risques, il y en a partout. Et que dans notre univers, enfin, Eric, ça fait 30 ans que tu fais ça, moi ça fait 25 ans, on sait que le plus dur dans notre univers, c'est d'être patient, bien évidemment, a fortiori quand on a identifié les risques, et que courir après le marché, c'est toujours un exercice de cycle qui est un peu compliqué, a fortiori quand les marchés sont plus hauts, parce que il y a aussi des biais cognitifs, de dire acheter des marchés quand ils sont à ces niveaux-là, c'est pas forcément évident, surtout quand on a défendu un scénario un petit peu différent. Ce qui change la donne quand même aujourd'hui, c'est ce qui exprime bien ces petits tableaux là sur la gestion des risques, c'est que le portage permet d'être un vrai amortisseur aujourd'hui. C'est ce qui a changé, on l'a dit en préambule quand on parlait des marchés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'avoir un moteur obligataire qui permet d'avoir une performance autour de 3 sur des très bonnes notes avec un risque de taux et de crédit qui est relativement faible, ça permet effectivement de passer une période dans laquelle le stress pourrait être important. L'autre point, bien évidemment, c'est que tout ça peut être modifié à n'importe quel moment. Et si effectivement ce scénario stressé se met en place, ça va sous-entendre que ça va générer dans le portefeuille des mouvements, parce que la position obligataire, la position cash et les positions prudentes qu'on détient pourront être réallouées d'une autre manière si effectivement les conditions de marché changent. Et c'est tout l'intérêt de la gestion qu'Eric a mis en place depuis maintenant toutes ces années, c'est de pouvoir avoir cette fameuse flexibilité pour pouvoir réintervenir différemment. Et ça, c'est un élément qui est vraiment essentiel, parce que, comme tu l'as aussi très bien dit tout à l'heure, il y a assez peu de chances qu'il ne se passe rien. Notre matière, par définition, c'est une matière vivante. Il va se passer des choses, c'est inévitable. Et donc, il faut surveiller ça quand même comme le lait sur le feu, et essayer effectivement d'aller capter les opportunités quand elles se présenteront, soit parce que certains actifs seront moins chers, soit parce que certains flux reviendront sur d'autres classes d'actifs. Et il y a un sujet quand même qui est essentiel aujourd'hui. Il y a quelques interrogations autour de ça, mais les flux, c'est quand même un sujet absolument central dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui. Si on voulait faire une analogie sur ce qui se passe sur les petites valeurs, on voit bien que les petites valeurs sont délaissées depuis un certain nombre d'années maintenant, et on voit que les sorties, comme tu le disais tout à l'heure, sont très importantes sur les petites valeurs, personne n'en veut. Donc quand vous avez les flux contre vous dans les marchés financiers, c'est quasi impossible de faire de la performance. À l'inverse, quand les actifs très liquides sont recherchés et qu'il y a beaucoup d'argent sur l'ensemble de ces actifs-là, il se produit ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et les flux emmènent les marchés à des niveaux qui sont très importants. Donc, ce qu'on monitore aussi beaucoup, et ce que Eric monitore aussi beaucoup, c'est cette notion de flux, parce que c'est un driver qui est essentiel, et au travers de ces flux, on peut imaginer des tendances qui peuvent se produire. Donc, c'est un côté très intéressant. Donc, dernier point que moi je voulais évoquer avec vous, c'est on a parlé de la convergence des différents fonds diversifiés chez Sony vers un actif qui va être l'actif de Bellara Club. Donc tout ça est en train de se réaliser de façon tranquille. Donc l'ensemble des actifs que vous détenez vont ressembler à ça. Pour ceux qui sont porteurs de Sony Patrimoine 2.0, peut-être pour en dire un petit mot, Eric, pour expliquer aujourd'hui la petite différence qu'il y a entre Patrimoine 2.0 et Bellara Club, sachant que vous l'avez bien compris, les deux fonds vont converger l'un avec l'autre. Alors oui, on peut faire un petit point sur Sony. C'est pas très différent. La vraie différence aujourd'hui, c'est que sur Sony Patrimoine 2.0, on est investi c'est du global macro pur. Donc il y a en dehors de la partie portage sur l'obligataire, donc on a une grosse partie portage sur l'obligataire avec un rendement qui est relativement important aussi. L'idée, c'est que sur le portefeuille obligataire, on a une duration d'autour de 2. Mais il y a que sur la partie action, il y a que de l'indice ou des futurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock picking. Aujourd'hui, il n'y en avait pas historiquement très peu. Donc aujourd'hui, on n'a pas acté puisqu'on était dans un environnement un petit peu voilà. Donc on est plutôt sur les indices qui expliquent un peu la différence de performance entre les deux portefeuilles. Et globalement, le portefeuille il a une duration de 2, le delta est autour de 23, la diversification sur les émergents, on est autour de 8%. On a une grosse position de portification de courbe, que ce soit sur la courbe US ou sur la courbe euro, où là, on a un levier un peu plus fort que sur la partie Bellara Club. Donc là, il y a un vrai sujet, il y a un vrai enjeu de performance vraiment à très court terme. Ensuite, il y a une position sur le yen qui est autour de 6%. Globalement. Donc ça fait un ensemble qui est un peu d'action européenne, un peu d'action émergente, beaucoup
beaucoup de portage sur la partie obligataire, puisqu'on est sur un effet un peu de surexposition, et une grosse partie, un gros mouvement sur la partie 2 ans, sur la courbe US et sur la partie 2 ans, courbe européenne, avec un effet de levier en contrepartie d'une position un peu négative sur la partie 10 ans. Donc globalement, ça se ressemble beaucoup. La seule grosse différence, c'est le stock picking action qui n'est pas présent aujourd'hui sur Sony Patrimoine 2.0. Ok. Bon, bah, écoute, tout ça est très clair. On avait dit une grosse trentaine de minutes, ça fait 45. Donc voilà, c'est l'exercice habituel avec un peu de choses à dire. Il y a quand même beaucoup d'éléments. En tout cas, pour moi, c'était très limpide. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous. Merci à vous. On ne manquera pas de revenir vers vous pour vous expliquer plus dans le détail dès que les fonds vont converger l'un avec l'autre. Voilà. Et donc, on continue à vous envoyer ce flux d'informations et on refera le même exercice d'ici un mois globalement pour voir un petit peu comment les choses vont évoluer parce que on peut imaginer que les choses risquent d'évoluer assez rapidement et donc je pense que cet exercice est facile et puis et bien évidemment vous allez recevoir tous à la fois le replay de cette présentation et la présentation telle qu'elle est et l'ensemble des slides. Voilà, n'hésitez pas à nous appeler ou Blaise ou moi pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci infiniment, passez une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.